Aujourd'hui, on est avec Lisa. Tu es guadeloupéenne. Bon, je vais te laisser te présenter, mais tu es guadeloupéenne et on s'est trouvé sur les réseaux sociaux. Et toi, tu es au pays de Libéria, si c'est bien comme ça que je le dis. Et je me suis dit, mais c'est la première fois que je rencontre quelqu'un. Déjà, un Antillais qui est en Afrique, bon, c'est le principe de la page. Mais une Antillaise qui est au Libéria, c'est clairement la première fois. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ton histoire à travers l'interview. Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant. Surtout le Libéria, c'est un pays que personne ne connaît. Et même moi, au début, que je ne connaissais pas. Je me suis retrouvée en fait au Libéria par hasard. Parce qu'en fait, si je dois un peu raconter mon histoire, en gros, j'ai décidé de partir vivre en Afrique après un voyage au Cameroun. Ok. Euh, Ce voyage-là, il a fait marqué un tournant très important dans ma vie parce qu'en fait, au début, lorsque je suis partie faire mes études en France, j'ai rencontré beaucoup de personnes d'origine des pays d'Afrique et je suis beaucoup devenue pote avec eux. J'ai beaucoup aimé en fait la vibe qu'ils m'ont transmis, tous les bons moments qu'on a partagés ensemble pendant les études. On se supportait. Du coup, toutes ces choses-là ont fait que déjà, j'ai commencé à avoir un amour pour les Africains, pour l'Afrique aussi à m'intéresser un peu plus à la culture, à chercher à connaître aussi, faire le parallèle entre le fait d'être caribéen et l'Afrique. Et du coup, l'une de mes amies m'a proposé d'aller au Cameroun. Au début, je pensais qu'elle rigolait. Et c'était vraiment vrai. Du coup, je suis partie au Cameroun. Et c'était fou. C'était fou parce qu'en fait, quand je suis arrivée au Cameroun, je me suis sentie chez moi. Justement, j'ai fait quelques vlogs sur TikTok sur mon voyage au Cameroun et je disais ça, que j'avais l'impression qu'il y avait tout au niveau, c'est verdoyant, euh, on a tous les fruits, tous les trucs. J'avais l'impression d'être un peu aux Antilles, quoi. Enfin, c'est quand même différent. Mais je me sentais chez moi, genre, les gens m'accueillaient comme si j'étais de là-bas. Il y avait une petite différence parce que, bon, là-bas, on est considéré un peu comme métis. Mais voilà, je me suis sentie assez à l'aise et c'était tellement fou, en fait, de découvrir un endroit comme ça. Et du coup, après ce voyage, je me suis dit, moi, je vais aller vivre en Afrique. Ok. Je sais pas comment. J'ai passé 10 jours au Cameroun. J'ai dit, je veux vivre en Afrique. Je veux voir si moi, en tant que Caribéenne, je peux aller vivre en Afrique. Et voilà, après, 3 mois après, je me suis retrouvée au Libéria. Donc, Donc c'est voilà. 3 mois. Donc en fait, entre ta première fois en Afrique et quand tu as vraiment décidé de vivre, décision de déménagement, il y a eu que 3 mois entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est en gros, je suis partie vers fin juin. Je suis retournée en France en juillet. Et j'ai commencé à chercher un travail. Je ne savais pas comment j'allais faire. J'ai commencé à chercher un travail. Et en fait, moi, mon truc, c'est que pendant mon master, j'étais en alternance je ne sais pas si je peux donner le nom de la compagnie, mais bon, dans une compagnie téléphonique en France. En tant que, j'étais, on va dire, au marketing stratégique là-bas, en alternance. Et du coup, après, quand je cherchais mes postes en Afrique, j'ai décidé de viser en fait des grosses compagnies. Quand je faisais mes recherches, je visais des grosses compagnies pour voir au cas où s'il n'y avait pas un poste comme un VIE, tu vois, là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez les VIE, Je viens d'apprendre c'est mais quoi, ouais. voilà, c'est un volontariat international en entreprise et ça te permet en fait de partir vivre dans un pays dans le monde en travaillant pour une compagnie française, en étant sous contrat en fait du gouvernement français et un contrat spécifique, hein. Oui, oui. Voilà, je vous laisse aller chercher. Et du coup, et du coup, j'ai cherché sur le site de la compagnie et en fait, j'ai vu ça. Mais en fait, cette fiche de poste, ils demandaient beaucoup d'expérience. Donc, je me suis dit, ah, ils vont pas me prendre. Et du coup, bah, au final, j'ai passé les entretiens. Et bah, du coup, quand j'ai su que j'ai été prise, en fait, c'est fou. Lors du premier entretien, il faut savoir que j'avais postulé, j'ai vu marqué en fait Libéria, mais je ne savais pas c'était où ce pays. J'ai juste postulé comme ça. Moi,
Je voulais juste aller en Afrique. Ok. C'était ça mon truc. Moi, je veux aller en Afrique. Peu importe où je veux aller en Afrique. Du coup, j'ai pas fait attention au pays. C'est lors du deuxième entretien que je me suis dit, bon, j'ai l'impression que il y a des possibilités que je parte vraiment là-bas. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Vous savez quoi? J'ai commencé à regarder sur Google. J'ai dit, mais c'est quel pays ça? Je vais pas aller là-bas. C'était là, ils parlent que de guerre. En fait, le Libéria, il y a une énorme guerre ethnique qui a été, qui a endommagé énormément le pays. Et Google, en fait, parle que de la guerre. Et moi, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, mais là, le pays, il n'y a que de la pauvreté. Je sais pas, il y aura des enfants qui vont me demander l'argent partout. Je vais me faire agresser. Mais je ne me suis pas arrêtée sur ça parce que je voulais tellement aller en Afrique et c'était l'une des opportunités que j'ai trouvées. Donc, j'ai cherché sur les réseaux sociaux. Et c'est là que je me dis que c'est très important, les réseaux sociaux, YouTube. Moi, c'est TikTok et YouTube, en fait, qui m'ont convaincu d'aller voir par moi-même et aussi me balader sur Google Maps. Mais c'est vrai que ici, c'est pas très avancé, en fait. Google Maps, ils ont pas mis beaucoup À d'images. jour. Ouais, ils n'ont pas encore beaucoup d'images satellites. Enfin, il y a des régions qui n'ont pas beaucoup d'images satellites. Pas beaucoup. Donc, voilà le pouvoir des réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram. En gros, je suis tombée sur le profil de quelques créateurs de contenu du Libéria. Et en fait, ils montraient un peu la ville. Bon, j'ai regardé, je me suis dit, bon, ça m'a pas l'air trop bizarre, trop pauvre. Enfin, c'est pauvre, mais ça va. Il y a quand même des endroits qui sont pas mal. Du coup, voilà, j'ai commencé à chercher, à regarder. Et ensuite, une autre chose que moi j'ai fait, c'est qu'en gros, j'ai commencé à essayer d'aller sur des lives de Libériens quand j'ai su que je partais en fait là-bas. Parce que moi, c'est un pays anglophone. Mais Du oui. coup, voilà, j'ai commencé à aller sur des lives TikTok de Libériens pour voir un peu. Au début, je comprenais rien à ce que les gens racontaient. Et c'est comme ça que j'ai fait pour m'adapter. Bon, j'ai pas réussi à peut-être structurer totalement ma pensée, mais voilà. Non, 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 mais franchement, moi, j'aime bien comment tu nous as apporté l'histoire parce qu'au final, tu vis dans un pays, c'était pas forcément le pays, enfin, t'avais pas d'attente et tu ne savais pas Ouais. forcément où tu allais et c'est là que tu te dis qu'en fait, tu étais complètement ouverte, quoi. Et c'est parce que tu as été totalement ouverte que t'as eu cette opportunité-là. Et surtout, j'aime bien le fait que tu dises que ça soit grâce aux réseaux sociaux et YouTube. Parce que Ouais. effectivement, lorsque nous on a pris la décision de venir, ben on cherchait des vlogs et on cherchait des gens sur. Enfin, c'est clairement le réflexe, le nouveau réflexe, parce que notre génération est consciente que ce qu'on nous a communiqué sur l'Afrique Ouais. n'est pas la réalité. Et surtout quand tu Mm. vas dans des pays comme en France et que tu rencontres des personnes qui viennent de là-bas directement, tu te rends compte vraiment que il te manque une grosse partie de l'histoire, il te manque une grosse partie des informations. Et le fait d'avoir le réflexe d'aller sur TikTok, ouais, Mm. c'est comme ça que tu apprends à avoir des images du pays, à avoir une idée, etc. Mais est-ce que quand tu es parti, vu que c'est un poste, enfin, c'est un pays anglophone, est-ce que tu parlais déjà un peu l'anglais ou est-ce que vraiment ça a été ta découverte, tu apprends sur le tas en même temps? Alors vraiment, j'avais un niveau d'anglais, on va dire, scolaire, professionnel, professionnel moins. On va dire professionnel moins. Ouais. Du coup, pendant les entretiens, j'avais un peu peur aussi parce que je me suis dit, mais attends, c'est un pays anglophone, peut-être qu'il faut que je parle couramment anglais. Mais comme c'est une compagnie française, donc il y a beaucoup de gens quand même qui parlent français. Du coup, non, je parlais pas vraiment, enfin, je comprenais l'anglais, je pouvais parler, dire quelque chose, mais je n'étais pas fluent. Je n'étais pas fluent, ça, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire quand j'ai compris que j'allais vraiment venir? Donc, comme j'ai dit, j'ai commencé à plus pousser mon cerveau à m'adapter en fait au langage ici. Donc, c'est-à-dire que j'allais dans des lives, dans des lives de Libériens. J'essayais de comprendre. En même temps, je splittais aussi avec des lives d'anglophones, on va dire américains,
avec l'accent américain, parce qu'il faut savoir que le Libéria a de forts liens avec les États-Unis. C'est pas, ça n'a pas été vraiment colonisé, mais en gros, ça a été un peu colonisé. Je vais vous expliquer ça après. Colonisé par des Américains. Donc, ça veut dire que leur accent, c'est un accent qui ne se rapproche pas tant de l'accent british, tu vois. C'est un accent mixé avec une langue africaine proche de l'accent américain. Ok. Donc, en gros, j'ai été regarder des lives de personnes qui parlaient anglais, l'anglais américain, des lives de Libériens, et en même temps, je regardais beaucoup de séries. Je me suis dopée avec des séries, en fait, anglais sous-titré anglais, tu vois. Du coup, je me suis dopée avec ça. Et je suis arrivée et j'ai dit, bon, on va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Je parlais pas bien. Donc, au début, il faut savoir, c'est qu'en gros, au Libéria, c'est quand même une petite communauté d'expats français. Donc, en gros, l'ambassade, elle vient, et elle te prend, elle te donne des prérogatives et t'explique, voilà, ce qu'il faut pas faire dans le pays, ce qu'il faut faire, comment tu dois manger les produits, etc. Les maladies auxquelles tu peux être confronté dans le pays. Et ensuite, ils t'intègrent dans un groupe WhatsApp. Et avec cela, on arrive en même temps avec un autre gars qui allait travailler à l'ambassade de France. Donc, on a pu directement être ramené dans la communauté d'expats. Quand je dis expat, c'est-à-dire là, c'est vraiment expats internationaux. Des gens qui viennent de Suède, Northwest, South Africa, etc. Donc, au début, c'est voilà comment j'ai pu m'intégrer. Et du coup, quand j'arrivais dans la communauté expat, la petite anecdote, je parlais pas. Les, le premier mois, je parlais pas. Je parlais pas parce que j'avais peur en fait de parler anglais. Pour moi, mon anglais, il était trop low. Mais le truc, ce qui est bien avec les anglophones, en fait, c'est que les anglophones, ils sont pas comme en France, comme les Français. L'important, c'est qu'ils te comprennent. Et qui Dès te qu'ils te comprennent, comprennent, c'est bon. Et ils sont pas aussi à cheval sur la bonne façon de construire ta phrase. Non, dès qu'ils te comprennent, c'est droit, c'est direct à l'essentiel et ça va. yes. Et c'est pareil, en fait, du coup, chez les anglophones en Afrique. Dès qu'ils te comprennent, ils te comprennent. Après, des fois, genre, quand tu es un peu plus proche, ils vont t'aider à t'améliorer. C'est-à-dire, oui, non, tu devrais peut-être dire ça comme ça. Mais jamais, ils seront jamais dans la moquerie. Moi, c'est ça, c'est que j'aime pas trop, en fait, avec nous, Français. Nous qui avons eu l'influence française, tu vois, on a ce truc-là où, pour moi, je pense que le français, il a ce truc où il se dit que oui, la langue, elle est très importante. Euh, je suis plus cultivée, je suis plus ci, je suis plus ça. Et je sais que les endroits qui ont été colonisés ont eu beaucoup cette influence-là. Alors que tu vois, chez les anglophones, c'est différent. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai. Du coup, ouais. Ok. Donc, non, je parlais pas anglais, j'ai appris sous le tas. Et voilà, au bout de 3 mois, je parlais plutôt bien. 6 mois, je suis limite fluent, mais j'étais limite fluent, mais il me manque du vocabulaire. Voilà. Et après, donc, tu n'as aucun enjeu quoi, dans la vie de tous les jours. C'est juste si tu t'améliores plus ou pas, mais t'as pas de problème à communiquer avec n'importe qui. Et Non, comme mais là, maintenant, je pense en anglais, genre, tu sais, le truc qui a été le plus fou, c'est au moment où vraiment, je me suis rendu compte que je ne réfléchis plus. C'est-à-dire que je parle avec des gens, je ne réfléchis plus. Genre, maintenant, des fois, je parle en français, mais je pense en anglais. Et j'ai ce truc où je ne réfléchis plus et que tu comprends, tu vois, les chansons que tu écoutais old school et que tu comprends en fait ce qu'ils disent. Tu es là, mais attends, c'est ça qu'ils disaient. Non, ça, c'est sympa. ouais, non, je Yeah. comprends. Et quand tu es arrivé, comment ça a été? Comment ton accueil a été? Tu étais beaucoup plus avec les expats. Est-ce que tu as aussi rencontré plus les locaux? Ton ressenti les premiers jours? Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment ça s'est passé? Bon, alors, je vais expliquer ça en 2 temps. Quand je suis sortie de l'aéroport, du coup, moi, c'est ma compagnie, en fait, qui a tout mis en place pour venir me récupérer, me ramener, en fait, dans ma maison, etc.
Quand je suis sortie de l'aéroport, c'était le bordel. L'aéroport, non mais j'ai dit, mais j'arrive où là? C'est pas possible. J'ai dit, mais j'arrive où? Tu vois, c'est pas. En fait, j'avais déjà visité l'Afrique, mais maghrébine, j'avais été en Tunisie, donc voilà, c'est pas pareil. J'arrive ici, l'aéroport, c'est le bordel. Il commence à prendre toutes les valises. Il dépose les valises n'importe comment. Les gens sont en train de se battre pour. Non. Les gens sont en train de se battre pour prendre les valises. Je dis, mais attends, j'arrive où là? Déjà, je parle pas anglais. Je parle pas anglais. J'arrive, on dirait que j'arrive dans un endroit où les gens, mais c'est le bordel. Je me dis, mais c'est quoi ça? Du coup, j'étais morte de rire. J'ai dit, cette année-là, elle va être marrante. Elle va être marrante. Du coup, je prends mes valises et tout. En fait, moi, il faut savoir que j'arrive avec deux personnes en même temps. C'est des Français. Du coup, on habite ensemble aussi. Du coup, on arrive, on se regarde. On se dit, mais attends, on arrive où? On a commencé à se battre pour prendre nos valises. Et aussi, il y a un gars qui a été envoyé par notre compagnie. Donc, lui aussi, il était là en train de nous aider pour prendre les valises. On arrive, on sort. Quand on sort, boss lady, boss lady, boss lady, boss lady, let me help you. Je suis là, what? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, moi, je ne comprends pas. Tu vois, on a trop peu moins de personnes, ils veulent tous t'aider. J'ai dit non. Après, le gars de la compagnie qu'on nous a envoyé, il a commencé à discuter, a dit non, laissez-les, tu vois quoi. Du coup, on a pris les valises, on a mis ça dans ils avaient prévu comme une sorte de minibus pour nous. Du coup, on a mis toutes nos valises dans le minibus et on part. Déjà, cet attroupement, cette foule, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver là où je vais vivre? Du coup, on est dans la voiture, on roule, pas de lumière, pas de lumière. Je me dis, mais on, on a l'impression qu'on est dans, je sais pas, le village, pas de lumière. La route, mais une route, laisse tomber. La route, elle n'était pas bien faite. On a pris au moins 2 heures pour arriver dans le centre-ville. On était là, mais on va où? Parce qu'en fait, on n'avait aucune idée sur le Libéria parce qu'on n'arrivait pas à trouver beaucoup d'infos. Donc, on n'a aucune idée d'où on va. Il fait noir, je te dis qu'il fait noir. On arrive, après, quand on commence à voir un peu des peu maisons, on est là, ah ok, du coup, il y a des maisons. Et du coup, on arrive un peu dans la ville et on se dit, waouh, ok, ok, il y a la ville, il y a la lumière. Il y a la vie, il y a la lumière. Et du coup, on nous a ramené de. On savait même pas qu'on allait vivre en fait ensemble. Pour nous, on allait avoir chacun notre appartement. On arrive, on découvre devant la porte que ouais, on va vivre ensemble, que ça sera comme ça. Et voilà. Mais notre logement, franchement, c'est un bon logement, donc ça va. Mhm. Et là, ça commence l'aventure. Donc oui, au début, j'ai beaucoup été mise dans la communauté expat, comme je t'ai dit, parce que avec ces deux autres personnes-là, on est arrivé aussi avec un autre gars qu'on a rencontré et qui, lui, allait travailler à l'ambassade, en fait, de France. Donc lui, c'est lui qui nous a ramenés dans la communauté expat. Donc au début, j'étais beaucoup avec les expats, mais il faut savoir que moi, je n'étais pas venue pour ça. Moi, je suis venue pour découvrir l'Afrique Ouais. avec les Africains noirs. Moi, je vais le dire avec les Africains noirs. Moi, je suis venue pour vivre la vie comme les gens, pour essayer voilà, de sentir, de voir si je peux vivre ici Parce que moi, je réfléchissais à, est-ce que sur le long terme, je pourrais vivre là, en Afrique? Je parle pas spécifiquement du Libéria. Et du coup, c'est par la suite que on a rencontré une personne et qui a commencé aussi à nous faire sortir. J'ai rencontré quelques Libériens aussi via le travail et je me suis liée aussi d'amitié avec une fille, quelques personnes au travail. Et j'ai pu découvrir un peu la culture, la vie au Libéria, la mentalité et découvrir aussi la langue qui est le Kolo-Kwa. Moi, un sorte d'anglais mélangé avec une langue africaine. Et voilà comment ça s'est passé. Mais au début, j'étais plus dans communauté expat et je me suis retrouvée entre communauté expat et aussi ma recherche personnelle de vouloir être avec des Libériens, tu vois. Et aujourd'hui, après, ça fait combien de temps que tu es au Libéria? Là, du coup, ça fait 1 an. Et c'est quoi ton Un ressenti an. après un an alors?
C'est comment, après un an, j'ai pu me faire une idée de moi, si moi, en tant que, comme ma répondre à cette question que je me posais, moi, en tant que Caribéenne, est-ce que je peux vivre en Afrique? J'ai pu me répondre à cette question-là. Ensuite, me poser la question, est-ce que le Libéria, c'est un pays pour moi? J'ai pu répondre à cette question-là. Et me, j'ai pu aussi voir la différence avec un pays africain anglophone et francophone, parce qu'après, j'ai décidé de voyager aussi en Côte d'Ivoire et j'ai pu voir la différence, faire la différence entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Libéria. Et j'ai pu répondre à ces questions-là. Donc, la première question qui était que, est-ce que moi, en tant que Caribéenne, je peux vivre en Afrique? C'est là où je veux vivre même. C'est là où je veux vivre. Moi, je veux rester ici parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai goûté à la vie en tant que Caribéen et quand même que tu aies un bon statut, que tu aies un certain pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat que tu vas avoir, en fait, je pense, dans un pays en Afrique, par rapport aux Antilles ou en France, ce sera pas le même et ce sera pas le même lifestyle. C'est moi, j'ai aimé le lifestyle que ça me permet. Parce que en Afrique, même si tu n'as pas tant d'argent que ça, tu peux réussir à avoir un certain lifestyle que tu n'auras pas en fait aux Antilles et en France. Ça, c'est mon ressenti. Après aussi, moi, c'est vrai que je suis arrivée, j'avais déjà un travail, j'ai quand même un certain statut, voilà, c'est vrai. Mais je sais que même avec small money, moins d'argent, tu vois, le lifestyle que tu arrives à avoir en Afrique est quand même différent Ouais, clairement. de, des Antilles et de la France. On connaît les Antilles, la vie chère, tout est cher. On connaît en France, bon, il faut toujours se battre. Tu es dans un truc où une routine où voilà, si tu cherches pas à la casser, ben tu vas rester dedans. Sauf qu'ici, en fait, tout est nouveau pour toi. Du coup, tu auras toujours quelque chose de différent. Tu auras un lifestyle différent. Et moi, j'aime beaucoup ça, tu vois. Donc, oui, je peux vivre ici. Ok. Ici, au Libéria, tu te vois prolonger encore pour une autre année ou est-ce que tu te vois, enfin, est-ce que tu as déjà planifié d'aller vivre sur le long terme dans un autre pays? Alors, honnêtement, au Libéria, je devais rester qu'un an. Et en fait, je suis restée une année de plus. Euh, pour des raisons personnelles, mais aussi parce qu'en haut, je n'avais pas encore de plan B. Euh, En gros, le Libéria, je ne vais pas y rester. Je ne vais pas y rester pour y faire une vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, ça a été, on va dire que ça a été le pays tremplin, le pays de la découverte, le premier pays où j'habite en Afrique, je découvre tout. Là, c'était vraiment la découverte parce que c'est un pays anglophone, je n'ai aucune idée. Mais c'est un pays qui est assez difficile. Difficile dans le sens où c'est quand même un petit pays. Il y a un maximum 6 millions d'habitants. Si je dois te comparer, par exemple, tu vois là, Yopougon, en Côte d'Ivoire, c'est 2 millions d'habitants, la zone de Yopougon. Donc, c'est peut te dire que le pays il est petit. Il n'y a pas beaucoup de personnes et il y a beaucoup de choses à faire. Donc moi, si je me vois rester au Libéria, ce serait plutôt pas pour rester y vivre et ce lifestyle-là, mais peut-être parce qu'en fait, tout est à faire ici. Tout est à faire. Il y a vraiment, c'est un pays où tout est à faire. Du coup, je vois la chose d'un point de vue business, mais pas pour y vivre, pour avoir le lifestyle que je veux. Plutôt dans ce sens-là. Mais voilà, je pense qu'après la fin de mon contrat ici, je vais essayer d'aller dans un autre pays, trouver un autre endroit Ok. où m'épanouir. Ouais. Ok, non, je comprends. Mais tu te vois, du coup, c'est juste un autre pays en Afrique, mais est-ce que tu te vois retourner vivre en Guadeloupe? Honestly, non.
je ne me vois pas revenir, retourner en Guadeloupe. Pas parce qu'en fait, j'aime pas la Guadeloupe, pas parce que j'ai pas cette attache-là, pas parce que je me sens pas antillaise, pas parce que je me sens pas guadeloupéenne, mais parce qu'en fait, j'ai réussi à ouvrir mon esprit et en fait, je vois les choses plus en grand. C'est-à-dire que pour moi, l'Afrique, je ne le vois pas aussi que ce côté où je veux me rapprocher culturellement, redécouvrir, me rapprocher culturellement, redécouvrir, etc. Mais je vois l'Afrique comme aussi un gros potentiel business, un gros potentiel de lifestyle, un gros potentiel d'épanouissement. Mais surtout d'un point de vue business, moi, je pense que par exemple en Afrique, tu peux partir avec plus de small money, euh, moins d'argent, commencer quelque chose et petit à petit, peut-être, ça va prendre. Et aux Antilles, ça m'a l'air peut-être un peu plus compliqué parce que déjà, on est français, il y a un ensemble de règles aussi et je pense que il te faut plus de capital si tu veux lancer un truc en fait aux Antilles que ici. Et ici, en fait, vu que tout est à faire, donc moi, je pense que en tant que Caribéen, tu vois, on a un atout et les gens seront toujours intrigués par nous parce qu'en fait, pour le moment, il y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'Antilles, en fait, dans les pays en Afrique. Donc, du coup, dès que tu vas lancer un truc, automatiquement, il y aura une intrigue. Donc, qui dit intrigue dit un peu, les gens seront toujours intéressés, Ok, je tu comprends. vois. Donc, Mais, je me vois pas retourner. t'as dit quoi? Je me vois pas retourner vivre aux Antilles. Et t'es pas encore retourné en vacances depuis que tu es parti? Depuis que je suis partie, non, je suis pas retournée en vacances. Par contre, la tâche que j'ai vraiment en fait aux Antilles, c'est mes parents, parce que mes deux parents en fait sont là-bas. Le truc, c'est que moi, je suis dans un pays aussi où c'est pas facile il y a énormément d'escales et aussi le Libéria, vu que c'est un pays assez fermé. Donc, en gros, ça coûte extrêmement cher au départ du Libéria dès que tu veux voyager. C'est pas comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Ils ont des liaisons simplifiées avec la France, etc. Moi, par exemple, si je dois partir aux Antilles, je peux être amenée à faire Guadeloupe, Sierra Leone, non, pas Guadeloupe, Libéria, Sierra Leone. Je peux aussi m'arrêter en Guinée-Conakry et après, je peux passer par Bruxelles et ensuite aller à Paris. Une fois que j'arrive à Paris, là, je vais devoir prendre un billet pour aller en Guadeloupe. Du coup, Ouais, c'est un peu long. Donc, en gros, moi, la meilleure alternative pour moi, justement, petite parenthèse, pour moi, la meilleure alternative pour moi, c'est de ramener mes parents. Donc là, j'ai vu mes parents. On s'est rencontrés, en fait, à Paris. Du coup, j'ai pu y aller. J'étais à Paris et on s'est vu là-bas. Mais là, bientôt, ma famille, en fait, moi, je veux qu'ils voient. Tu sais, en fait, le truc, c'est que les gens, moi, je sais que la puissance des réseaux sociaux aussi, c'était très bien parce que, tu vois, quand je suis partie au Cameroun, j'ai commencé à faire des blogs qui s'appelaient Une Antillaise au Cameroun, tu vois. Et en fait, déjà, réussi à reach beaucoup de gens au Cameroun et en fait aux Antilles. Et du coup, ça m'a fait tellement de plaisir. Genre, ma mère me disait, ouais, j'ai une amie à moi, elle m'a envoyé ton TikTok et tout. Ah ouais, l'Afrique, ça a l'air pas mal, hein, ça a l'air bien, tu vois. Genre, du coup, j'ai réussi à donner notre vision de l'Afrique. Mais je ne montrais pas, moi, dans mes vlogs, en fait, j'ai voulu avoir cette double chose, c'est-à-dire des vlogs où je montre cette vie normale en Afrique avec cette vie normale, mais aussi cette vie où tu peux avoir un super lifestyle, aller dans les endroits huppés, aller dans des endroits ultra fancy, mais aussi montrer que, tu vois, genre, il y a la vie normale et je peux aller dans le champ, je peux... J'ai montré les champs, j'ai été au champ, j'ai visité une autre ville. Tu vois, montrer que, en fait, tu peux avoir cet équilibre, cette balance entre ultra lifestyle et cette balance avec la vie normale. Et j'ai voulu montrer, c'est ce que j'ai voulu montrer à travers mon voyage ici. C'était ça que je souhaitais faire. Je voulais pas aller en Afrique et montrer, tu sais, maintenant, il y a ce truc aussi où tu vois, genre, on voit dans les vlogs et tout, que le lifestyle, les endroits huppés, les trucs comme ça. Non, c'était pas ce que je voulais montrer. Déjà, j'avais pas l'argent, le budget pour ça, pour te montrer que les trucs de luxe. Et en fait, je voulais aussi montrer que tu vois, tu peux avoir une vie normale mais sympathique. Ouais.
Non, les deux, la Les... réalité, quoi. Et du coup, ça m'a fait plaisir que les gens aux Antilles aient été touchés, parce que j'ai des amis aussi qui me disent, oui, j'ai un ami qui m'a envoyé ça, et qui voient qu'en fait, ils n'ont pas cette idée que, ouais, le Cameroun, voilà, c'est, je sais pas, le village, tu vois. En fait, mon objectif, déjà, je vous ai déjà montré, en fait, à travers les réseaux sociaux, comment c'est, ok, vous avez vu, mais vous avez encore des appréhensions. Maintenant, il y a les billets corsaires, là. Vous Ouais. pouvez venir. Moi, je vais vous ramener, je vais vous montrer la vie à Abidjan, là, que j'ai vécue pendant l'AFCOM. Je vais vous montrer ça. Et vous allez voir qu'en fait, l'Afrique a vraiment un potentiel et l'Afrique, c'est autre chose. C'est pas ce qu'on nous a dit, qu'on a voulu nous faire croire, tu vois. Non, clairement. Donc, Clairement. et quand tu vas voir que avec l'argent, si jamais tu viens là avec ton argent que tu viens pour les vacances et que tu vois ce que tu as et que ça pèse et que les vacances que tu as passées, moi, je vais te faire vivre des vacances entre la vie normale et aussi te montrer un peu le show. Exact. Tu vas dire, ah, mais moi aussi, je veux peut-être essayer. Et du coup, moi, je veux promouvoir ça. Et aussi, faire en sorte que, tu sais, nous, les Antillais, qu'on ouvre un peu notre esprit, c'est-à-dire pas aller qu'au Canada, la France, et voilà, on s'arrête à ça. Il y a d'autres endroits, en fait, dans le monde, il faut aller découvrir et il faut pas avoir peur, tu vois. Ouais. Si tu as envie d'aller au Brésil, va au Brésil, arrête de te limiter, tu vois. Donc, clairement. C'est vrai on a des destinations prédéfinies. On pense, dès qu'on est petit, hein, on va en France, on va faire les études. Bon, maintenant, il y a le Canada, c'est bien. Il y a New York aussi, c'est cool. Après, même les pays enfin, les pays qui ont été déjà vendus, on y va. Mais on n'a pas encore, il y a de plus en plus, les gens vont découvrir l'Afrique, mais on est sur les destinations les plus cotées, quoi, pour le moment. Quelque chose que, c'est vrai qu'il y a une partie que je t'ai pas posée comme question. C'est quand tu étais petite, est-ce que tu pensais un jour vivre en Afrique? Est-ce que tu pensais que tu allais te retrouver je sais que tu ne serais pas au Libéria, puisque bon, c'est vraiment sorti de nulle part, mais est-ce que tu réfléchissais à ça? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, pour moi, l'Afrique, je sais pas pour comment c'est pour vous, mais on nous vendait l'Afrique comme c'est tellement pauvre. Les gens vivent dans des maisons de terre et je sais pas, limite, ils mangent de la terre. Ou je sais pas si chez vous, cette impression-là, ou que les gens sont toujours, j'imagine qu'ils sont en culotte avec des feuilles. Ça, c'était vraiment quand j'étais petite. Je vais Ouais. pas mentir, ça, c'était quand j'étais petite. Et du coup, moi, je me dis, mais les pays, mais là-bas, c'est pauvre. Et en fait, j'avais aucune vision. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, en fait, j'ai commencé à avoir conscience, on va dire, de ma négritude assez tôt, assez tôt, dans le sens où, tu sais, aux Antilles, il y a quand même ce truc où il y a beaucoup de colorisme. Enfin, en tout cas, à notre époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais il y a énormément de colorisme et tout ça. Et moi, j'ai eu conscience de ma négritude très tôt. Et aussi, tu vois, à l'époque, quand j'étais à l'école, il y avait au programme, il y avait très peu de choses qui parlaient, tu vois, de la culture antillaise ou des Antilles, de l'histoire des Antilles. Et je me rappelle, c'était quand j'étais au collège, je crois, il y avait un truc qui s'appelait le bassin des Caraïbes. Bassin des Caraïbes. C'est parce que c'était un prof qui avait vraiment voulu, parce que c'était une option, il avait vraiment voulu nous parler du bassin des Caraïbes parce qu'on est antillais et en fait, on ne nous parle pas des Antilles et lui, il trouvait ça aberrant. Le truc, c'est qu'en fait, et j'étais thankful for that. Merci d'avoir fait le geste, etc. Mais par contre, en tant qu'antillaise, le fait que tu viennes et ce qui m'est raconté, j'ai l'impression qu'en fait, mes ancêtres, genre, on leur a donné la liberté, qu'ils étaient des esclaves. Le seul truc, en fait, que, tu vois, mes ancêtres, voilà, c'était des pauvres esclaves qui ont subi, tu vois, genre, l'histoire, elle était racontée un peu de cette façon, et qu'il y a des gens comme Victor Schœlcher qui se sont battus pour, ben, aussi à nos côtés, pour nous donner, en fait, cette liberté. Tout ce genre de trucs-là me travaillent. En même temps, ce truc où tu es à l'école, on te parle, on te dit, ouais, nos ancêtres, les Gaulois. Je me dis, mais attends, est-ce que je ressemble à une Gauloise? Tu Ouais. vois. Et en fait, il y a une chanson pour moi qui représente vraiment ça, c'est la chanson d'Izzy Kalenga.
Une D'accord. chanson où il parle tu vois, euh, je pense, je crois retenir un truc de fou. Cette histoire qu'on m'a racontée jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous connaissez cette Oui, chanson-là. oui, je la connais. Les paroles, non, bon, jamais, j'ai pas, je me rappelle pas des paroles, mais je connais la leçon. Ouais. Eh bien, tu vois, pour moi, cette chanson-là, elle a marqué un tournant, en fait, dans mon cheminement de pensée. Et c'est là où je dis que des fois, la communication, la musique, les réseaux sociaux, ça, c'est des choses qui sont importantes. Parce que moi, cette chanson-là, et il est en train de dire, et en fait, j'avais l'impression de me voir, et quand je regarde le clip, j'ai l'impression de me voir et de me dire, mais c'est vrai, je viens de découvrir un truc de fou, toute l'histoire qu'on m'a racontée, il manque un grand bout, en fait, c'est ce qu'il dit dans la chanson. Moi, je dirais à toute personne, en fait, qui est antillaise, d'aller écouter cette chanson d'Izzy Kalenga, je sais pas, faut qu'on cherche le nom et qu'on le retransmette. Ouais, Cette je vais musique. le mettre Et en, ouais. cette chanson-là, elle est très importante, elle a été très importante pour moi. Et je me suis dit, mais c'est vrai, cette histoire, il me manque un grand bout en fait. Ce qu'on me raconte, c'est bizarre. C'est bizarre. Ce qu'on me raconte, c'est bizarre. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai commencé il y avait aussi ce mouvement, tu vois, genre, vers 2014, ce mouvement de Nappy Girl, ce mouvement de, voilà, on veut s'affirmer. Moi, chez nous, je trouve déjà qu'en fait, aux Antilles, quand même, on est déjà très nappy, etc. On est très... Mais tu vois, par rapport à ma négritude, à ce côté, parce que moi, aux Antilles, moi, je pense que j'ai grandi en tant que personne noire, tu vois. Et ayant le mindset d'une personne noire, même si j'ai pu remarquer que, fait, quand je suis arrivée en France et en Afrique, on ne me considère pas comme noire, tu vois. Sauf que j'ai grandi en étant noire. Parce qu'en gros, aux Antilles, moi, je suis considérée comme les Noirs, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, tu vois, j'avais ce truc, j'étais là, ouais, le mouvement nappy, les cheveux, afro hair. Donc déjà, moi, bon, quand même, j'ai quand même les cheveux crépus, mais pas tant, comme ils sont un peu métissés, tu vois. Et j'avais ce truc où, oui, au début, moi, quand j'étais à l'école, j'attachais toujours mes cheveux, ma mère me faisait toujours des vanilles, des choses comme ça. Et en fait, quand je suis arrivée au lycée, j'ai commencé à me dire, bon, moi, je suis une nappy girl, en fait. J'étais à fond dans ce genre de mouvement nappy girl. Je cherchais tous les produits qu'il y a. Je vois l'aloe vera devant chez moi. Moi, je prends l'aloe, je commence à faire des trucs. J'ai commencé à me chercher, en fait, dans ma négritude, pour me parler avec mes cheveux. Après cette petite chanson d'Izzy Kalenga, ça a commencé avec les cheveux. Je me suis dit, il va falloir que je cherche mon histoire. Mais je ne savais pas comment, parce qu'en fait, tu sais, bon, nous, c'est vrai. Il y a un truc avec nous, avec les Noirs, on n'aime pas lire. Moi, j'aime pas tant lire que ça, tu vois. Moi, j'aime pas vraiment lire. Et voilà. Et du coup, c'est le début de YouTube, tu vois, YouTube, tout ce genre de choses-là. Et je vois les mouvements nappy, je vois toutes ces filles qui ont les cheveux lâchés, voilà, qui s'expriment. Et du coup, je me suis dit, moi aussi, je vais faire ça. Et en fait, tu vois, le cheminement, c'est parti de l'école. Oui, j'ai l'impression que l'histoire qu'on me raconte, c'est bizarre. J'entends la chanson d'Izzy Kalenga, je me rends compte qu'en fait, manque un grand bout. Du coup, il y a tous ces mouvements de YouTube, là, sur YouTube, Nappy Girl qui commencent. Donc moi, je dis, bon, je veux être une nappy, je suis fière d'être moi, je suis fière de mes cheveux. Moi, pendant une période, quand tu me disais d'attacher mes cheveux, j'étais là, mais attends, pourquoi tu veux que tu attaches mes cheveux? Est-ce que tu demandes est-ce que si c'était une femme blanche, tu vas lui demander en fait d'attacher ses cheveux? Pourquoi tu me demandes ça? Mes cheveux te dérangent? Genre moi, Ouais. j'étais vraiment un peu dans ce truc où je veux revendiquer ma négritude. Et du coup, après, du coup, je suis arrivée en France, donc j'étais toujours dans mon mouvement nappy, tout ça. Et c'est là où je rencontre, tu vois, mes amis africains. On est là en résidence étudiante, on commence on est dans la galère ensemble, on traverse des choses difficiles ensemble. Je commence à découvrir la culture guinéenne, la culture sénégalaise, la culture, des trucs que j'avais jamais vu et qui me parlent. Et moi, j'étais là, mais en mode, dans ma tête, j'étais là, mais ce que les gars me racontent, c'est pas l'Afrique qu'on m'a raconté quand j'étais petite. Et du coup, je suis là, mais attends, il y a tout ça là-bas. Je suis là, mais moi, mais les gars, il faut m'amener. C'est qui? Pourquoi vous m'amenez pas? Moi aussi, je veux aller, tu vois. Et du coup, après, j'ai fini par trouver quelqu'un qui m'a amené des années après. Parce que moi, j'avais pas ce truc où j'allais faire le pas. Je sais pas, je me sentais pas de faire le pas toute seule. Mhm. Et dès qu'on m'a amené, parce que moi, j'ai ce truc où je suis aventurière, dès qu'on m'a amené, Et puis, déclic, j'ai ouais. dit, mais what?
Mais en fait, c'est pas du tout, j'aurais jamais pensé quand j'étais petite, venir en Afrique et voir ça comme ça. C'est vrai, il y a la pauvreté. C'est vrai, il y a des gens extrêmement pauvres. C'est vrai, mais il y a aussi Ah, aussi des autre gens normaux. Il y a autre chose. Il y a la vie normale et il y a aussi la vie avec le lifestyle. Et ça, j'aurais jamais imaginé quand j'étais la petite Lisa qui était aux Antilles et qu'on lui parlait de l'Afrique. Et du fois, tu vois dans les reportages que les trucs. Voilà. Donc, les réseaux sociaux, ça a été quelque chose de très important pour changer mon mindset aussi et rencontrer des gens. Aller rencontrer des gens. chose. Ok. J'ai jamais pensé. Je n'aurais jamais pensé. Mm. Mais tout à l'heure, là, tu disais que maintenant, tu vois l'Afrique pour vivre, te rapprocher de ton histoire, etc., mais aussi comme beaucoup d'opportunités. Est-ce que tu te vois lancer un projet en Afrique ou est-ce que tu te dis, ben, il y a beaucoup d'opportunités, mais plus du côté des emplois, etc. Comment toi, tu vois ce côté opportunité? Alors, le côté opportunité, il y a deux aspects à cela. Tu peux avoir aussi cette opportunité au niveau de l'emploi. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, tu vas te distinguer automatiquement de quelqu'un qui habite là-bas. C'est malheureux, mais c'est le cas, tu vois. De par ce fait que tu auras fait tes études en France, par exemple, que tu auras atteint un certain niveau d'études, et c'est vrai qu'aussi, ben, du coup, nos diplômes sont un peu plus reconnus et on va dire plus valorisés. Donc, si tu vas aller postuler, oui, tu auras aussi beaucoup de chance, beaucoup plus de chances. Et si jamais tu es un Antillais, moi, je pense qu'en fait aussi, tu peux avoir beaucoup plus d'opportunités parce qu'en fait, ils vont se dire, mais ils vont automatiquement, comme j'ai parlé déjà en amont, être intrigués qu'un Antillais, qu'une Martiniquaise, qu'une Guadeloupéenne veuille être là. Donc, au niveau de l'emploi, ça va automatiquement, en fait, te distinguer. Le seul truc, c'est qu'en fait, en fonction du pays dans lequel tu vas, en fonction du contrat que tu as trouvé, en fonction de tout ça, c'est vrai que l'argent, faut pas t'attendre, en fait, je pense, à ce que l'argent soit pareil que, genre, en France. Admettons, tu gagnes 1 300 € en France. Il faut pas t'attendre, en fait, peut-être que le poste que tu vas trouver dans un pays, ils n'ont pas le même niveau de vie et la même notion de SMIC Ouais, ici. c'est vrai. Donc voilà, ça dépendra en fait de l'opportunité que tu vas trouver, ça dépendra du contrat que tu auras et ça dépendra, voilà, si tu veux aller en entreprise. Moi, je vois aussi le côté business parce qu'en fait, tout est à faire. Il y a aussi ce côté, comme j'ai dit, en tant que Caribéen, on peut se distinguer. Et tu vois, si tu arrives à lancer un truc, tu arrives à bien le lancer. Je ne dis pas que ce sera facile parce qu'en gros, moi, pour avoir observé, pour avoir travaillé ici, c'est difficile. Je vais pas mentir, c'est difficile, c'est un autre mindset, c'est pas la même chose. Mais il y a quelque chose à faire. Et si jamais tu arrives à bien cadrer les choses, je pense que tu peux réussir à monter un petit truc sympa et même quelque chose qui peut prendre de l'ampleur rapidement et te rapporter gros aussi. Mais rien n'est facile dans la vie, tout est une question de travail. Du coup, ça dépendra de ton mindset, ça dépendra de ce que tu veux. Donc moi, personnellement, dans mon idée, c'est que moi, en fait, moi aussi, j'ai envie de monter un truc, monter, je ne sais pas encore quoi, mais j'ai envie d'avoir un petit truc à moi et le faire grossir. Et c'est l'objectif. Mais je ne sais pas encore comment je vais splitter ça après mon expérience maintenant. Donc là, je suis en train, je suis dans un process où je réfléchis, où je vais aller, qu'est-ce que je fais. Aussi, le Libéria, il y a énormément d'opportunités business, mais faire ce premier pas, tu sais, faire ce premier pas, tu peux en fait vouloir faire des trucs, mais faire le pas où tu le fais, genre tu le lances, ça, c'est le truc en fait. Peut-être qu'il me manque parce qu'en fait, je me pose énormément de questions. Et c'est pour ça que je cherche aussi beaucoup de jeunes, de trucs et à discuter avec des gens qui ont fait de l'entrepreneuriat, qui ont lancé un truc. Et voilà. Et là, par exemple, pour moi, le fait de vous avoir trouvé, d'avoir trouvé votre page, j'ai regardé quelques vidéos et en fait, ça m'intéresse d'échanger avec vous parce qu'en fait, c'est important d'avoir votre point de vue
parce que si vous allez lancer vos trucs. Et moi, ça peut me donner une idée de comment je peux faire. Parce que aussi, on a ce truc, t'as envie de lancer un truc, mais en fait, t'es en même temps perdu, tu vois, tu sais pas comment faire. Ouais. Non, l'entrepreneuriat tout seul, c'est déjà un monde. Et qu'en général, c'est un monde qui te donne des coups. Mais entreprendre dans un pays qui n'est pas le tien et qui a des codes différents, c'est encore un autre monde. Comme tu dis, tra- c'est c'est- c'est- c'est difficile. Ça peut être difficile. Il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher. Et c'est surtout d'écouter les expériences des gens. Écouter beaucoup parce que après nous ce qu'on a vu en Afrique c'est que quand tu entreprends tu fais ton réseau vite les gens sont très dans tu connais quelqu'un qui va te faire connaître quelqu'un d'autre et ainsi de suite et si tu donnes un bon travail ben après les gens vont se référer etc. Donc ça c'est des grosses opportunités tu peux grandir très vite Ouais, mais il y aura des enjeux qui sont dans la vie de tous les jours ouais, le respect des horaires, la perception du travail. C'est très ouais. différent et il faut vraiment parler avec beaucoup de monde. Ça te donne ça te permet de ne pas trop te casser la tête constamment en fait, parce que ça peut être challengeant, ouais. Il faut, en fait, dans le monde du travail ici, pour moi, il faut vraiment que tu t'adaptes. Et il faut pas venir vraiment avec cet esprit où, genre, ce que j'ai laissé de là où je viens et que j'arrive ici, que je veux faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Ça va pas marcher. Non. Ça va pas marcher et tu vas juste en fait te casser la tête, tu vas te fatiguer et tu vas te dire mais je comprends pas. Et ça peut même aussi te donner ce petit truc de changer en fait ta vie, ton mood vis-à-vis des gens et te dire ouais, peut-être commencer à avoir une vision des gens. Mais en fait, il faut que tu saches que en fait, c'est à toi De t'adapter. de t'adapter en fait et c'est à toi de changer ta façon de penser parce qu'en fait déjà de un t'es pas chez toi de deux tout le monde n'est pas pareil et tu viens d'un monde totalement différent avec des enjeux totalement différents et qu'en fait les problèmes que toi tu as sont pas les problèmes que ces gens-là ont eu et du coup c'est à toi en fait d'essayer de comprendre et peut-être d'adapter ton management, d'adapter ta façon de faire au travail. Et c'est ça qui est difficile et qui peut être usant. Non, c'est clairement ça. Et plus tu vas te battre, plus tu vas perdre de l'énergie. Euh, il faut juste se dire, en fait, tu connais rien. Tu connais rien. Et du coup, quand tu sais que tu connais rien, ben, tu acceptes d'apprendre de tous les sens, de tous les côtés. Ce que toi, tu trouvais qui était bien dans l'offre que tu veux proposer, peut-être que la personne n'en a absolument rien à faire. C'est pas ça qui l'intéresse. C'est peut-être le produit, mais pas la façon dont tu l'emmènes. Par rapport à l'éducation ou à la culture, est-ce qu'il l'utilise comme ça? Peut-être même pas. Donc, non, il faut vraiment faire des études de marché, venir, puis accepter que ça ne prenne pas tout de suite parce que c'est ton temps de compréhension, ce sera ton temps de réussite, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais franchement, en tout cas pour moi, il y a ce truc en fait il faut qu'on arrête en tant que personnes qui ont vraiment grandi dans des pays, je pense, développés, c'est de venir et en fait de te dire que tu vas venir et tu vas imposer ça et que ça va être comme ça. Ouais. Ça sera pas comme ça. Ça sera pas comme ça et en fait, tu seras juste annoying, tu seras juste dérangé et dégoûté. Tu vas te dégoûter pour rien en fait. Tu vas te dégoûter pour rien. C'est juste que les gens, ils pensent pas pareil. Ils n'ont pas le même vécu que toi. Ils n'ont pas fait face aux mêmes difficultés que toi. Et voilà. Quand moi, j'entends l'histoire de personnes, en fait, avec qui je travaille et tout, ou de potes que je connais qui ont lancé des business, tu vois, genre au Libéria. Et d'où les gars viennent par rapport à ce qu'ils ont, même si leur truc, c'est pas un truc qui génère énormément de cash, et etc. Mais d'où ils viennent par rapport à ce qu'ils ont nettement plus de mérite que moi, tu vois. Ils ont nettement plus de mérite que n'importe quelle personne. C'est des gens, genre, tu sais, au Libéria, il y a la double currency. Tu as le dollar et tu as le LRD.
Il y a des gens qui sont payés, genre, leur premier job, c'était 20 dollars en fait. 20 $ le mois et tu dois manager avec ça. Donc, 20 dollars, c'est quoi? Je vais en fait manger quelque part, je finis à 20 dollars, je bois deux boissons. 20 dollars, c'est ça. Mais il y a des gens qui arrivent, qui travaillent pour 20 dollars en fait. Et une fois que tu arrives à mettre ce genre de choses dans ta tête, qu'il y a des gens au Libéria. Genre, la dernière fois, je discutais avec l'un de mes collègues, ça m'a bien, parce que je recommençais à avoir cette petite façon de penser. Je commençais à me dire, ah, les gens me fatiguent. Nanana. Mais ce petit truc où je discutais avec mon collègue, et en fait, on a parlé de son histoire et tout ça, on parlait de lui. Et en fait, il m'a dit, mais en fait, tu sais, Lisa, il y a des gens, en fait, par jour, ils ont environ 90 LRD. 90 LRD, dis-toi 100 LRD, c'est 50 centimes de US dollar. L'US dollar est plus faible que l'euro. Donc, bon, disons peut-être, je vais dire à peu près 40 centimes. Des gens, daily, pour vivre, ils ont 40 centimes. Ils doivent manger, ils doivent, je sais pas, se loger, etc. Il y a des gens ici, il m'a rappelé ça, il y a des gens ici, en fait, ils sont so deep, ils sont so deep in the fight. Ils sont en train de vraiment, là, tu te bats pour les choses primaires. C'est-à-dire que qu'est-ce que ces gens-là mangent qui me dit tous les jours, c'est du gari. Je ne sais pas si vous connaissez le gari. Le gari, c'est en fait, c'est de la poudre de manioc que tu vends. Et en fait, ils font gari, ils mettent de la poudre de manioc, ils vont mélanger avec de l'eau et ils vont mettre du sucre. Ils mangent ça matin, midi et soir. Les gens qui sont extrêmement pauvres. Moi, je suis dans un pays aussi, c'est l'un des pays les plus pauvres, tu vois. Il y a des gens, ils ont ça. Parce que, dis-toi, comment tu fais en fait avec 40 centimes? Ah, tu Donc, fais ça. une fois que tu te replaces dans le contexte, tu finis par comprendre. Enfin, tu commences, il faut toujours te rappeler ça parce qu'en fait, ça te permet de relativiser des fois sur la perception des gens du travail. Parce que, aussi, si moi je dois prendre un exemple au Libéria, les gens, il y a des gens qui gagnent genre 70 dollars par mois, tu vois, genre 150 dollars par mois USD, 150 dollars USD par mois. Tu dois te loger, tu dois manger, tu dois truc. Et le Libéria, c'est un pays qui est extrêmement cher. Tu dois te loger, tu dois manger, peut-être as des enfants. 150, 150 dollars USD, ça représente rien du tout en fait. C'est très, ça représente rien du tout. Et du coup, quand tu sais ça, tu arrives en fait à te replacer et te dire qu'en fait, ces gens-là aussi, ils doivent travailler. On leur demande de travailler, d'avoir un rythme de travail pour 150 dollars USD. Genre 150 dollars USD. Il y a des gens qui sont là pour 50 dollars US, ils travaillent matin, midi, soir. Genre, c'est, c'est, c'est chaud, quoi. Ouais. Et puis tu n'as Du pas coup, la même approche du travail, du coup. Ouais. mais attends, le gars, il est là. Moi je gagne que 170 dollars. En fait, tu penses que je vais me tuer pour toi? Ouais. Je vais pas me tuer, en fait, pour toi. Je gagne 70 dollars. Et en fait, tu dois manager avec des gens comme ça, tu vois. Mm. Non, c'est Du coup, ou des gens qui gagnent 150 dollars USD et tu te dis, il va pas se tuer, en fait. Il va pas se tuer pour toi, hein. Il va pas se tuer pour toi, hein. Il va faire le travail, il va faire le minimum. Tu vas devoir beaucoup l'encadrer, bien sûr. Mais il va pas se tuer à la tâche. mm. Certains vont pas se tuer à la tâche pour toi. Non, Parce que, ben, voilà quoi. Et quand tu y réfléchis, c'est un peu normal qu'il ne donne pas toute son âme alors parce qu'il gagne 150, 550 dollars, quoi. non, c'est vrai. Donc, quand tu arrives à te replacer tout ça, à savoir how deep people, d'où les gens viennent, tu te dis, ah ouais. Déjà, en fait, ça t'aide à te faire te rendre compte que dans ta vie, en fait, tu as eu de la chance. Même si tu viens d'une famille modeste, tu vois, genre, je te dis d'une famille modeste aux Antilles, tu viens d'une famille modeste aux Antilles, tu vas te rendre compte que tu as eu de la chance, en fait. Tu as eu la chance d'avoir l'éducation, tu as eu la chance. Et ça, je vais jamais aussi
nier ça par rapport au système français, etc. Tu as eu la chance d'avoir l'éducation gratuite. Tu as eu la chance de, voilà, quand même, d'avoir une enfance assez, où t'es pas là, en fait, où il y a des gens, ils sont obligés de, ils sont là, ils sont en train de vendre de l'eau, en fait. Ils vendent de l'eau, tout ce qu'ils trouvent, ils vendent, en fait. Et il y a cet esprit ici, là, de fighting, tu vois, fight for us the life. Like, les gens, ils vont vendre de l'eau, ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Ils viennent de quelque part de tellement deep qu'en gros, tu dois te sentir thankful pour la vie aussi que tu as eue, pour l'enfance que tu as eue. Et tu arrives à relativiser. Même si tu n'arrives pas, mais au bout d'un moment, tu vas devoir relativiser quand tu es ici. Tu vas devoir relativiser parce qu'en fait, tu dois être thankful pour tout ce que tu as pu avoir. Et quand tu vois d'où les gens viennent et d'où des fois certains arrivent à arriver, le gap, en fait, il est tellement énorme par rapport à toi, tu es obligé de respecter certains ces gens-là. Comme moi, je vois, par exemple, je suis assis dans un bar et chez nous, il y a ce truc où il y a des gars, ils ont des brouettes et tout, et ils vendent du coco, ils passent et tout. Il y a ces gens-là, ça, dis-toi, ils vont faire ça du matin jusqu'à là, on est 3 heures du matin, ils sont en train de se battre, ils vendent leur coco, tu vois. Ils lâchent pas parce que ils doivent se battre en fait. Et moi, je respecte ces gens-là, je respecte ce travail, je respecte ça. Et le fait de voir ça aussi au quotidien, tu vois, ça me fait me remettre en question. Ça me fait me remettre en question. Enfin, nous, on trouve, hein, et c'est quand je suis arrivée ici, je me suis dit, mais tout le monde entreprend, qu'il soit salarié, tout le monde a Ouais. des projets, tout le monde enfin, les gens ont cette façon où ils ont une idée, ils vont la faire, quoi. Peu importe ce que ça leur prend. Et les gens ont de l'habitude. Enfin, j'ai jamais vu autant d'entrepreneurs au mètre carré au Sénégal. Tout le monde entreprend. Et ils vont pas se décréter entrepreneurs, quoi. Ça, c'est la façon c'est la mode, on va dire. Ils vont juste se dire qu'ils travaillent. Donc, si par exemple, tu as une femme, elle va aller au travail, après, elle va créer sa marque de vêtements, après, elle va créer peut-être ses produits, elle va vendre des burgers, etc. Ils pourront peut-être vendre des moutons, du poulet, parce que derrière, ils ont pu élever. Et ils vont tout faire. Ils vont Mais ça, en fait, c'est un truc de ouf ce que tu fais et ce que tu dis là, mais c'est totalement vrai et ils ne voient pas ça comme tu dis, comme le côté entreprendre, le côté hype et tout ça. Non, en fait, pour eux, c'est juste normal, c'est le travail, en fait. Parce qu'en fait, et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette notion, I have to fight for money. Je dois me battre même, pour et je l'argent. trouve que même ceux qui ne se battent pas, enfin, tout le monde se bat pour Ouais. l'argent. Je vais pas, Ok. mais même peu importe la classe sociale, j'ai l'impression que limite c'est culturel. J'ai Ok. l'impression. Parce que il y a je vais rencontrer des gens qui, ils ont de quoi, les enfants sont souvent fait des études à l'étranger, etc. Ils font partie de la classe aisée. Mais malgré ça, même s'ils sont aisés, ils vont faire, ce sera peut-être des projets moins, avec des thèmes plus tranquilles. Ils vont ouvrir leur Mm. marque de vêtements, ils vont ouvrir leur magasin, ils vont faire leur conception. Mais ils vont quand même avoir ce côté de chaque personne aura son petit projet, son projet, même si, par exemple, si c'est une fille, elle va faire ses études. Elle va faire ses études, elle va faire son master, elle va aller jusque... Ses parents vont quand même faire en sorte qu'elle aille jusqu'au bout de ses études, qu'elle ait un travail, comme on dit, bien. Mais à côté, elle va faire tous les projets qui lui passeront par la tête avec le peu qu'elle pourra avoir ou pas, mais elle fera. Mais tu vois, là, on pointe le truc aussi sur une différence, tu vois, genre, d'un pays africain relativement développé et moi qui suis dans un pays africain, genre, pas développé, genre, enfin, le plus pauvre du monde dû à cette guerre ethnique. Faudrait que j'en parle aussi quand même pour que les gens connaissent de ça. Mais tu vois, du coup, il y a eu une guerre ethnique en fait au Libéria qui est due au fait qu'en gros, le Libéria, ça a été construit sous le fait qu'il y a eu des esclaves en fait, tu vois, des anciens esclaves américains et afro-caribéens aussi qui sont arrivés en fait au Libéria avec aussi un certain appui des États-Unis. Et du coup, ils sont arrivés au Libéria.
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont instauré, c'est, mais tu vois, ça, c'est crazy, c'est crazy. Ils ont commencé à instaurer la même chose qu'ils ont subi aux gens qui vivaient ici, c'est-à-dire les natifs. C'est-à-dire qu'en gros, on te libère, enfin, on te libère de cet esclavage ou de ce truc-là. Tu es nettement plus cultivé parce qu'en fait, il y a différents types de noirs américains qui sont arrivés. Donc, il y avait les esclaves affranchis, tu vois. Il y avait les esclaves, il y avait les esclaves qui étaient déjà libres. Il y avait des esclaves qui ont été affranchis parce qu'ils sont venus ici. Il y avait aussi d'autres types d'esclaves que, par exemple, lors du voyage pour arriver là, des gens qu'on a ramassés et que, voilà, on leur a donné l'opportunité d'avoir cette liberté. Et voilà. Et ils arrivent, ils ont quand même une certaine force parce qu'il y avait un appui de l'American Society, Colonized Society. Donc, ils avaient un certain appui. Et du coup, tu arrives, tu instaures un système avec tes anciens oppresseurs, où, en fait, les natifs qui étaient là, tu les considères comme des citoyens de seconde classe. Tu vois ce que je te dis? Hein? Et moi, je trouve ça crazy parce qu'en gros, c'est ce que tu vivais, mais en fait, tu ramènes ça, tu commences, tu penses que tu es meilleur. Et c'est là où je te dis que la colonisation a eu un certain impact aussi dans notre façon de penser. Quand même, du coup, parce qu'en fait, maintenant, tu es un noir qui est un peu plus cultivé, qui a un pas franchi, tu viens, tu instaures en fait le même système parce qu'en fait, tu penses aussi qu'à ton propre bien-être en tant qu'humain, parce que voilà, tu instaures le même système à des gens qui étaient là, les natifs en fait et tu les mets comme citoyen de seconde classe. Si je dois t'expliquer, par exemple, moi, j'ai un ami, il m'a dit en fait, et il m'a raconté qu'il y a beaucoup de gens, de natifs en fait, qui ont dû changer leur nom de famille et leur prénom, plus l'américaniser pour en fait pouvoir réussir à mieux s'intégrer dans la société à une certaine époque. C'est crazy, tu vois. Et là, tu te dis, mais vraiment, mais le cas du Libéria, c'est vraiment quelque chose, je pense, à étudier, une histoire vraiment à entrer plus dans la profondeur. Je n'ai pas beaucoup d'expertise non plus là-dedans, mais vraiment de voir en fait des anciens esclaves qui arrivent quelque part. Il y a des Noirs comme eux-mêmes. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est le même système qu'on t'a appris, c'est le même système que tu as subi, que tu instaures. Et ça s'est passé quand? Quand est-ce que cette guerre s'est déterminée? Il y a eu deux guerres ethniques, alors, dans les années 1840 et je sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais dans les années entre 1800 et ça, après 99 à 2020, 2003, il y a eu la guerre. Mais cette guerre-là, elle a duré longtemps. Donc, 1999 à 2023, si je ne me trompe pas, si jamais je me suis trompée, je m'excuse d'avance. Mais de 1999 à 2023, ça a été l'une des guerres vraiment. Là, ici, là, justement, quand je disais que j'allais au Libéria, les Ivoiriens me disaient, on mange l'homme là-bas. Pour eux, ils ont cette vision, on mange l'homme. Les Libériens ont dû beaucoup partir vivre dans les pays frontaliers tels que la Guinée, la Côte d'Ivoire. Ils ont dû partir parce que c'était vraiment une guerre. C'était horrible, quoi. C'était une guerre horrible parce qu'en gros, euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a le parti des anciens, des Afro-Américains là qui sont arrivés, qui avaient tout le pouvoir, qui avaient tout, voilà, et qui ça créait un déséquilibre en fait avec on va dire les natifs. Les natifs qui, bon, par la suite, ont quand même eu une certaine éducation, qui ont grandi dans tout ça. Et du coup, ça a créé une friction. Et au bout d'un moment, c'est obligé que ça pète. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en fait, avec la colonisation, c'est que tu arrives quelque part, tu n'es pas chez toi, en fait. Tu n'es pas chez toi. Et du coup, en gros, tu viens poser les choses aux gens. Même si, ben, c'est la même chose, même si tu es noir, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Il faut que tu arrives quelque part, tu respectes les gens. Et en fait, du coup, ça a créé une énorme guerre qui a détruit tout le Libéria. Parce qu'il faut savoir que pendant une période, le Libéria était un pays très prospère. Je pense bien sûr que c'était à cause du fait qu'il y avait cet appui aussi des États-Unis, de l'Amérique et tout ça. Donc, c'était l'un des pays très prospères. Et la guerre, en fait, mais c'est normal que les gens pètent des plombs. Tu viens, tu mets seconde zone, citoyen de seconde zone, etc. On est plus nombreux que vous. Vous êtes 5%, à peu près 5%.
Vous venez, vous vous imposez vos trucs, etc. Mais ça a pété. Et en fait, mais quand ça a pété, mais ils ont vraiment tout pété, en fait, dans le pays. Ils ont tout détruit, tous les trucs qui ont été construits. Le Libéria, je crois c'était l'un des pays où il y avait un des premiers barrages électriques. Ils ont tout pété. Ils ont tout pété. Et les gens, voilà. En fait, cette histoire, c'est vraiment fou. Et j'invite à tout le monde d'aller chercher des histoires enfin, se documenter sur l'histoire du Libéria parce que ça a quand même ça te montre en fait un phénomène dû à la colonisation et à notre histoire, nous en tant que personnes noires, ce qu'on a vécu, tu vois. Et ça va te donner une perspective de la chose. Tu te dis qu'en fait, ces gens-là, ils avaient l'opportunité en fait d'essayer d'instaurer un autre système. Ils ont instauré le même système qu'ils ont vécu. Mhm. Donc voilà, c'est assez intéressant Oui, moi, je à vais. l'étude. Ouais. Et du coup, je reviens en fait sur le fait que ben, je suis dans l'un des pays les plus pauvres. Donc, tu vois, toi, en fait, je pense qu'au Sénégal, tu vois, il y a cette classe sûrement très, très pauvre, mais il y a aussi une middle class assez forte, tu vois. Le Libéria, il n'y a pas ça. Du coup, c'est pour ça que moi, je parlais de ce truc-là où tu vas entreprendre parce que tu n'as pas le choix, parce que tu dois te battre, en fait, le fighting. Et aussi, ils ont ce mindset, tu vois, genre quand même aussi, comme ils ont beaucoup d'influence américaine, ce truc-là de money, ce truc de time is money, ce truc de, voilà, qui tourne beaucoup autour de l'argent, ils ont beaucoup de ça ici parce qu'ils ont une influence américaine. Et donc, eux, ils vont se battre, pas pour ce truc. Voilà, ils vont se battre parce qu'en fait, ils veulent plus d'argent et parce qu'en fait, ils vont entreprendre parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. C'est C'est pour question de survie. ouais. Et c'est fou de voir ça, tu vois, genre la différence avec un pays d'Afrique un peu plus développé et un autre moins développé. Mm, mm, Comment les gens vont voir les choses, etc. exact. Non, de toute façon, chaque pays, c'est quand tu es de Ouais. l'extérieur que tu vois l'Afrique comme un bloc, mais si chaque pays, c'est une réalité différente, c'est une culture différente, ça n'a rien à voir. Ouais, il faut vraiment explorer au maximum pour essayer de comprendre le plus que possible. En plus, toi, tu as déjà fait Libéria, Côte d'Ivoire, Cameroun, Euh, Cameroun, Afrique du... et là, je pars bientôt au Ghana. Ah, c'est vrai? Parce que, ouais, parce qu'en gros, tu vois, genre, au départ du Libéria, les pays où c'est le plus simple d'accès, c'est Côte d'Ivoire, Togo, Ghana. C'est nettement plus simple parce que j'aurais pas 10 000 escales. Et je me dis, bon, c'est l'occasion, j'ai déjà commencé les pays anglophones, donc pourquoi pas. Nous aussi, les francophones, on n'aura jamais tendance aussi, tu vois, à aller visiter ou aller dans les pays anglophones. Donc moi, j'invite vraiment à aller dans ces pays-là. Et même toi, en tant que personne qui habite en Afrique, il faut que tu ailles voir le côté anglophone. C'est vraiment, mais en fait, c'est là que je te dis, c'est vraiment deux choses différentes. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, la colonisation, colonisée par les Français, colonisée par les anglophones, c'est pas la même chose. Non, on a été au Ghana et franchement, ça n'a rien à voir. T'as Donc, vu, c'est c'est, mindset différents. ça n'a rien à voir. J'ai été impressionnée par les bâtiments, les trucs et tout. Non, ça n'a rien à voir. Et puis comme tu dis, quand ça a été colonisé de la partie anglophone, mais francophone, c'est un état d'esprit différent, mais même dans l'architecture, le fonctionnement, tout. Non, mais franchement, après, j'aime beaucoup le fait d'avoir un point de vue du Libéria. C'est comme tu as dit, genre, juste mon point de vue par rapport au fait que les gens entreprennent ou la façon dont je vais, moi, raconter une histoire, c'est parce que je suis à Dakar, quoi. Et que toi, tu Ouais. racontes par rapport au Libéria. Et le plus qu'on va pouvoir partager nos ressentis, nos histoires en fonction de chaque pays, le plus on aura enfin un point de vue qui sera beaucoup plus réaliste et à chaque fois et à chaque c'est comme si tu dis on va en Martinique c'est en Martinique, la Guadeloupe c'est la Guadeloupe et au fur et à mesure il faut faire les deux. Tu diras toujours à quelqu'un de faire les deux quoi pour qu'ils connaissent Ouais, donc ouais. c'est ça. C'est pour voir la différence, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais à un Antillais qui aurait envie mais qui hésite toujours à venir? Alors, je dirais s'il hésite à venir et qu'il n'est jamais venu, autant faire comme moi, venir en vacances une première fois. Tu viens en vacances, tu vois si ce que tu
vis, ça te plaît pendant les vacances. Après, c'est vrai que vivre et les vacances, c'est pas la même chose, mais ça te permet de voir en fait le pays. Moi, si je n'étais pas venue en vacances, j'aurais jamais osé partir comme ça, postuler et me dire que je vais partir vivre dans n'importe quel pays en Afrique. Mhm. Moi, je suis encore un peu plus, voilà, moi, j'ai été en vacances au Cameroun, moi, j'ai dit je vais en Afrique, ou je sais pas, Ouais, ouais. ou je sais pas où en Afrique, mais je suis arrivée en Afrique. Mais il faut partir d'abord voir par toi-même, c'est-à-dire te faire ton idée du territoire, du mood que tu peux avoir, même en vacances, du lifestyle que tu peux avoir, de toutes ces petites choses quotidiennes que tu peux avoir. Il faut que tu vois par toi-même. C'est mieux. Comme ça, tu te fais ton propre avis. Donc, ça te donne déjà un premier aperçu pendant les vacances. Ce que tu peux avoir, ce que tu n'auras pas, ce qu'il y aura, ce que, voilà, Mhm. les types de lifestyle que tu peux avoir en fonction de quoi, les choses, les infrastructures qu'il y aura dans le pays, etc. Par exemple, moi, c'est parce que moi, j'ai pas vraiment fixé un objectif pour un pays développé que je me suis retrouvée dans un pays, l'un des plus pauvres du monde et qui a ses avantages et ses inconvénients, qui n'a pas non plus énormément d'infrastructures, mais qui a aussi d'autres choses positives. Donc, aller dans un pays, sélectionne, que ce soit je te dirais pas de venir dans peut-être un pays comme le Libéria directement parce que c'est en tant qu'antillais francophone, ben c'est un anglophone, c'est totalement un autre mindset parce que c'est un mindset d'anglophone mélangé à un mindset euh, africain. Donc, c'est pas du tout la même chose. Alors que si tu vas dans un pays francophone, voilà, ça va un peu plus t'aider à te projeter. Mhm. Donc, tu fais ce premier step de partir en vacances. Je dirais que pour moi, il faut faire au moins minimum 10 jours pour un peu, voilà, avoir le temps de bien vivre un peu la vie. Enfin, moi, j'ai pris en 11 jours, en fait, en 11 jours, j'ai commencé à me dire, ah, mais à me poser ces questions, mais je peux me voir vivre ici ou autre. La deuxième étape, c'est d'être motivé, en fait. D'être motivé et de vraiment le vouloir. Ou d'avoir ce profil aventurier et foufou où tu es prêt, comme moi je suis partie voilà quoi, randomly et je veux voir, juste découvrir comme ça, Ouais. la surprise. Donc voilà, après tes vacances, soit tu te dis je structure bien le truc et voilà, je cherche un taf en amont, je cherche un certain type de travail, voilà, dans une organisation internationale, dans une entreprise privée, et je vise peut-être les grosses boîtes françaises. Voilà, tu viens, ton truc, il est carré, structuré. Sinon, tu peux aussi te dire que tu viens et tu le fais au feeling, mais c'est vrai que ce sera nettement plus difficile, mais ça ne veut pas dire que l'expérience sera horrible. Ouais. Chacun doit vivre son expérience. Quelqu'un qui aura fait ça va vivre le truc d'une façon et va peut-être te dire des choses qui vont te décourager. Mais tant que, en fait, dans la vie, moi, ce que j'ai appris après avoir fait ce que j'ai fait maintenant, là, toutes les choix que j'ai fait dans ma vie, en fait, il faut faire quelque chose si tu en as envie. Il faut le faire pour toi, si tu penses que pour ta propre personne, ça va t'apporter quelque chose. Donc, si jamais tu veux venir de façon structurée, tu le fais. Si tu veux partir au feeling comme ça, tu arrives et tu te débrouilles. Le fait que ce soit toi qui aies fait ton propre choix et que tu aies décidé de faire ça, ton choix, en fait, tu vas pouvoir l'assumer. Moi, au Libéria, il y a eu des périodes où je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis venue faire là? Mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Et en fait, je suis en train de repenser au fait que il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui sont en train d'observer. Je suis comme un produit test en Afrique pour moi, autour de tout mon scope amical. Et ils sont en train d'observer et de voir en fait, est-ce que, comment ça se passe, tu vois? Et les gens aiment bien observer comme ça. On va voir ce que ça va donner. Donc moi, j'ai fait le choix de venir là. Je l'assume, tu vois. Je l'assume parce que ça a été un choix que j'ai fait. Personne ne m'a influencé. Personne ne m'a dit oui, ben.
J'ai choisi. Et du coup, à partir du moment dans ta vie, tu choisis, tu fais un choix pour ta propre personne, sans influence, tu vas devoir l'assumer. Et du coup, ben, automatiquement, comme tu vas devoir l'assumer, si tu es venu à la One Again, tu vas devoir l'assumer et tu vas trouver les moyens pour t'en sortir, en fait. Ok. Voilà, c'est ce que je pourrais conseiller. Moi, c'est ce que j'ai fait, un peu de façon structurée, folle, mais j'assume mes choix et je regrette en rien mon choix. Je regrette en rien aussi d'être venu dans un pays africain anglophone parce qu'en gros, c'est quelque chose, c'était vraiment l'inattendu. Donc, en gros, si tu as aussi cette opportunité de partir dans un pays anglophone et que tu parles pas, faut parler un minimum quand même, il faut comprendre, mais que tu parles pas très bien la langue, tu as un niveau professionnel basique, un niveau vraiment professionnel et même le langage de la vie quotidienne basique, et que tu as l'occasion de partir dans un pays africain anglophone, n'hésite pas à y aller. Et, et voilà, hein. Et tu vas découvrir quelque chose de vraiment que tu n'as jamais vu, que tu jamais vu dans ta vie. Tu vas vivre des expériences toutes les plus surprenantes que les autres, mais ça, c'est enrichissant. Et tu vas te dire, ah ouais, j'ai vécu ça, quoi. J'ai vécu ça. J'ai eu le courage, en fait. J'ai eu le courage de le faire. J'ai eu le courage de le faire. Et ma vie, elle est nettement plus enrichissante. Enfin, je pense pour n'importe quelle personne, c'est quelque chose qui est enrichissant. Donc, ce sera jamais une mauvaise expérience, totalement. Si jamais tu viens, en fait, pour moi, tu viens, ce sera jamais totalement une mauvaise expérience. Parce que ce sera dans tous les cas une expérience que tu vas jamais oublier et ce sera vraiment une expérience euh, humaine. Une expérience humaine et une expérience de D'ouverture. t'apprendre open mind, open mind, tout ça, ça va te donner des skills. Donc, voilà, faut pas hésiter, venez en vacances, venez avec les amis, les copains, vous allez voir par vous-même. Si vous aimez pas, vous aurez vécu quelque chose, vous aurez vu. Après, si tu te sens de venir et que tu vois tout le potentiel de l'Afrique, parce qu'il y en a énormément, si tu vois tout le potentiel, eh bien, il faut pas hésiter à faire comme moi, peut-être venir, tu travailles pour une compagnie. Je te dis pas de venir te dire, ouais, je vais devenir un entrepreneur et devenir un big boss en Afrique comme ça. Mais tu viens, tu travailles, ça te permet de voir le monde, le mindset des gens au travail, etc. Et après, si tu te vois de faire le hustler, comme ils disent ici, en même temps, en parallèle avec le travail, tu le fais. Ou si tu as déjà plus d'argent, parce qu'il y a des gens aussi qui ont un apport, tu te vois de faire ça, eh bien, fais-le, fais-le. Et même si ça ne marche pas, tu auras une expérience. Vraiment. Bien. Moi, là, c'est ce que je me dis. Je sais ce que je me dis au quotidien. J'ai une expérience. Des expériences qui se font grandir. Voilà. Ça, c'est ma conclusion. C'est, c'est ce que j'ai à dire par rapport à mon expérience, quoi. Mais Merci. moi, mon objectif, là, c'est de ramener, si je veux ramener le plus d'Antillais, ma famille, le plus de gens ici, c'est ça l'objectif. Il faut qu'ils voient. En fait, tu sais, les gens, des fois, le truc, c'est qu'en gros, tant que tu n'as pas vu par toi-même, tu vas pas t'imaginer ça, tu vas pas oser. Mais quand tu as vu, tu as goûté. Hein, tu as vu, tu as goûté, hein, c'est ce que ils disent les Ivoiriens. Quand tu Ouais, as vu, tu as goûté, c'est pas pareil. tu peux, tu peux pas, en fait, t'imaginer un comeback. Voilà. C'est vrai, hein? C'est ça. Non, il Il faut faut juste vraiment. venir. Il faut venir voir par soi-même, se faire son idée. Et puis, merci pour ton temps. Merci beaucoup pour ton. Merci. Parce que pour le coup, hein, c'est la première fois que c'est qu'on entend ce type de parcours-là. Donc, je pense Mm. que c'est vraiment intéressant. Et en plus que toi, tu étais du côté anglophone, c'est super intéressant. Donc, merci beaucoup pour ton temps, d'avoir accepté surtout Oui. l'interview. Et non, on est content de t'avoir eu alors. Moi aussi. Et sincèrement, ça m'a fait plaisir. Pour moi, la page que vous avez faite, c'est quelque chose qui est très important. Non, mais franchement, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Continuez, hein. Il faut pas arrêter, continuer à partager parce que ça fait plaisir.
Mm. Merci alors. Ça nous fait plaisir à nous, en tout cas, d'avoir ce genre de retour.